De quelle manière puis-je sérieusement prétendre saisir quoi que ce soit au sujet d'un collectif éloigné ? Que je vive de l'autre côté de la planète est une chose, que je puisse saisir le réel d'une manière similaire à la compréhension spontanée des personnes m'entourant est évidemment une toute autre question. La difficulté n'est pas tant de trouver un moyen concret de continuer à être soi-même dans un univers où les règles sont fort différentes. En ayant la chance de vivre dans un cadre stable, la négociation avec le quotidien est tout à fait possible. Il suffit de déployer tous les petits protocoles permettant de continuer à persévérer dans son être, tout en s'accordant avec une réalité qui existe en tant que telle et qui est en soi indépassable. Ce type d'empirisme pratique est assez banal et procure joie et satisfaction, si tant est que la capacité d'adaptation permet de contourner les nombreuses impossibilités et les voies sans issue. En cela, la vie quotidienne, celle qui se répète au jour le jour pour un étranger au Japon, ressemble à la maîtrise d'une demi-science dont parle Nietzsche dans l'aphorisme 554 d'Humain trop humain. Je le cite. Demi-science. Celui qui parle un peu une langue étrangère, y prend plus de joie que celui qui la parle bien. Le plaisir est chez le demi-savant. Mais qu'en est-il de celui qui veut parfaitement parler une langue étrangère, de celui qui veut être un savant des idiomes éloignés, de celui qui cherche à développer une science de l'autre, de celui qui souhaite formaliser un propos vrai sur les phénomènes et sur les énoncés d'un monde dans lequel il n'est pas né? La question est complexe, elle suppose d'utiliser certains outils, de passer par certains domaines intellectuels, de recourir à certaines institutions, dans le but d'asseoir l'objectivité de son évaluation. L'expérience d'un individu dans une contrée éloignée est en soi une réalité indépassable. Elle produit une objectivité à un niveau personnel. À supposer que cette expérience ait duré tout de même suffisamment longtemps pour que cet individu se soit aperçu que ce qu'il supposait préalablement n'était que des clichés, et à supposer qu'il a réussi à développer des schématisations cohérentes du réel au travers d'inductions répétées, alors cet individu aurait probablement quelque chose à dire sur le monde l'entourant. En cela, il pourrait ressembler à l'ethnographe que décrit Philippe Descola dans son cours datant de 2019, Qu'est-ce que comparer ? Je le cite. À partir d'une action observée, à partir d'un propos entendu, s'il se répète chez plusieurs individus, on peut passer d'un récit singulier, un tel a dit que, à une proposition générale, les Akchoirs pensent que. Et évidemment, les Akchoirs pensent que, c'est la grande généralisation caractéristique de l'ethnographie. Les ethnographes ont parfaitement conscience du caractère aventureux de ce genre de bricolage conceptuel et narratif, et il est difficile d'y échapper. Et notre justification, elle est que les généralisations ainsi produisent résultent de l'expérience acquise et de la capacité que cette expérience acquise engendre d'anticiper dans une certaine mesure ce que les gens dont vous partagez la vie vont dire ou vont faire. Si dans une situation donnée nous sommes capables de faire ce type de prédiction sans nous tromper, il va se passer ceci. C'est bien qu'il y a des comportements prévisibles et donc des habitudes et des normes qui sous-tendent ces comportements. L'ethnographe me semble assez proche du demi-savant dont parle Nietzsche. Il connaît suffisamment pour anticiper, pour pouvoir proposer des prédictions, pour trouver du sens, tout en sachant pertinemment qu'il ne s'agit que d'induction et de bricolage conceptuel. Les vrais savants, les savants entiers, viennent dans un second temps. Ils généralisent à partir d'un premier matériel formalisé et constitué d'une sélection de fragments supposés suffisamment objectifs pour être l'objet d'une science. Dans le cas de l'ethnographie, les niveaux supérieurs seraient l'ethnologie puis l'anthropologie. Je cite Descola. L'ethnologie qui prolonge l'ethnographie représente un premier effort de synthèse visant à des généralisations, soit à un niveau régional, soit à un niveau thématique. Et l'anthropologie, enfin, peut être vue comme le dernier moment de la synthèse, c'est-à-dire sur la base des matériaux et des enseignements de l'ethnographie et de l'ethnologie, mais aussi de l'histoire, de l'archéologie. Celui qui souhaite dépasser son expérience personnelle de demi-savant, celui qui souhaite dépasser sa conviction toute individuelle que la réalité réponde à certaines inductions qu'il a lui-même produites de manière empirique, celui qui veut devenir un savant à part entière doit faire preuve de généralisation pour parler non de son expérience individuelle, mais pour parler de la structure de la réalité en tant que telle. Et je crois bien que c'est à partir de cette étape que commencent les réelles difficultés par rapport aux bases qu'il faut établir pour analyser le sens que revêtent les phénomènes éloignés. Il y a maintenant déjà une quarantaine d'années, Édouard Saïd dénonçait avec force ce qu'il appelait l'orientalisme, dans l'ouvrage du même nom. Sa critique est implacable. Les savants européens du XIXe siècle auraient construit de toutes pièces des fictions sur les cultures appelées orientales. Leurs schématisations hors de tout rapport à la réalité se sont objectivées au travers de sciences, cela par la colonisation et sa dynamique de domination, qui auraient collé ces mêmes représentations sur des populations servant de miroir inversant. De ces savants,
dont Edward Said n'hésite pas à dénoncer les tendances paranoïaques, un discours particulier aurait émergé, celui que les autres seraient différents de nous, que l'Orient serait l'envers de l'Occident. Ce miroir oriental a pu servir à dévaloriser ces peuples, ainsi ils ne seraient pas logiques, ou encore ce ne seraient que des sauvages. Mais ce même miroir peut aussi valoriser l'altérité sous la formule quasi magique de l'originalité, ainsi ils auraient su mieux que nous garder quelque chose de l'origine. Aujourd'hui, il me semble qu'un effort considérable est fourni, au moins du côté des intellectuels, pour ne pas reconstruire ce miroir et tenter de penser différemment ce qui est appelé couramment une altérité culturelle. Mais comment dépasser cette hypothèse qui suppose qu'il y a nécessairement une séparation des modalités de jugement, des modalités critiques entre nous et eux ? À l'originalité inéductable des altérités indépassables pourrait se substituer une forme d'universalité des modalités de pensée. De la sorte, pourquoi supposer d'emblée que la pensée chinoise ne mérite pas l'adjectif de rationnel ? N'y a-t-il pas quelque chose d'une rationalité au sein des milliers de textes du corpus de la Chine ancienne, textes qui se répondent les uns aux autres avec une rigueur et une historicité propres ? D'une manière similaire, serait-il possible d'appeler universaliste la forme particulière des conceptions liées à la sociabilité confucéenne ? Ce modèle serait exportable tout comme celui occidental. De quel droit l'un aurait le bénéfice d'universalité alors que l'autre ne serait que relatif à la culture sinisée ? Cette position d'universalité permettrait d'éviter de tomber dans ce travers de la recherche à tout prix d'une originalité. Elle donnerait aussi l'occasion aux individus différents de devenir potentiellement des alter ego plutôt que des altérités inéductables, ce qui faciliterait grandement l'échange car un idiome commun serait supposé. Néanmoins, deux difficultés apparaîtraient alors, celle de la langue et celle de l'institution qui prétend détenir l'idiome commun. Par rapport à la langue, il doit être possible de saisir avec justesse un système de pensée éloigné. Mais le travail demandé est considérable, tant pour le spécialiste que pour le lecteur. C'est une évidence, la traduction depuis des langues éloignées joue de nombreux tours. Dès lors, il ne peut y avoir de lecteurs que de personnes relativement conscientes des difficultés concernant les traductions. Par exemple, en prenant un auteur comme Olivier Ansart, qui est un spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle au Japon, certaines de ses notes concernant les traductions sont déjà des aventures intellectuelles à part entière. Je prends par exemple la notion de laine en chinois ou de jin en japonais, qui sont des notions très basiques dans le confucianisme et partagées encore aujourd'hui de manière très générale. Dans une note du livre « L'Empire du Rite, la pensée d'Auguste Solaï, Japon 1666-1728 », livre datant de 1998, sur la question de la traduction, je le cite. Laine ou jin est ainsi traduit par humanité, mais les connotations de ce mot en français semblent déplacées. La solution qui consiste à utiliser telle quelle la prononciation d'un mot dans sa langue d'origine, outre qu'elle rend la lecture particulièrement pénible pour le lecteur non spécialiste, contraint de mémoriser immédiatement de nouveaux termes exotiques, suggère une irréductible intraduisibilité des concepts issus de cultures étrangères. Or, le problème n'est pas de rendre compte d'une interprétation particulière, mais de la polysémie des termes. Il est souvent difficile de trouver un mot qui rende compte de la multiplicité des sens du terme étudié, sans introduire, avec les connotations qu'il charrie de son côté, des signifiants trop parasites. Ce qu'on traduit par humanité est, par exemple, pour Ito Jinsai, l'amour, pour Auguste Solaï, la compétence et le sens de la responsabilité du prince. Face à ces ambiguïtés, on a généralement gardé, en jouant autant que possible sur la polysémie des termes français, les traductions passées dans l'usage. Ainsi, Olivier Ansart est plutôt un partisan de la possibilité de traduction et de compréhension de notions éloignées, tout en notant la faiblesse des traductions habituelles et en tentant de dépasser les difficultés en jouant sur les polysémies des mots passés dans l'usage. En tant que lecteur, garder à l'esprit cette ambiguïté des traductions lors de la lecture d'une analyse d'un texte extra-occidental me semble en soi une nécessité, mais c'est aussi un véritable exercice critique. Mais plus encore dans un tel contexte, comment peut-on supposer qu'une traduction soit passée dans l'usage ? À mon sens, la seule manière de saisir la formule d'une traduction d'usage est de supposer qu'il y a un usage spécifique au sein d'un domaine de savants ou de spécialistes qui analysent les textes de sociétés éloignées, et que ces usages s'objectivent petit à petit dans ce que je pourrais qualifier d'institution. En France, si une jeune personne souhaite se lancer sérieusement dans l'étude d'une culture extra-occidentale, par exemple celle japonaise ou chinoise, il s'orienterait vers des infrastructures précises qualifiables d'institutions. Actuellement, il s'agirait probablement de l'INALCO, mais je pourrais assez facilement remonter l'histoire de cette institutionnalisation des langues dites orientales jusqu'au Collège de France, avec notamment l'inauguration par Jean-Pierre Abel Rémusat de la chaire de langue et de littérature chinoise en 1814. Comme toutes les institutions, elles visent à articuler un certain langage avec une certaine réalité. Les traductions, et avec eux le sens des textes, me semblent ainsi entièrement déterminés par l'histoire propre aux institutions spécialisées.
Han Cheng est certainement la personne la plus représentative aujourd'hui de cette institution. Elle a écrit un article traitant du cadre historique de cette institution à travers des débats de l'époque de Rémusat. Ce texte me semble passionnant pour appréhender les préalables actuels concernant l'étude des pensées non occidentales. Dans l'article, Abel Rémusat et Hegel, Sinologie et philosophie dans l'Europe du XIXe siècle, datant de 2014, Han Cheng met en parallèle deux institutions proposant deux modèles de pensée différents qui se répondraient et se seraient construits parallèlement. Je la cite. 2 points. En France, en particulier, philosophie et sinologie connaissent des destins institutionnels remarquablement concomitants. En 1814, tandis qu'Abel Rémusat inaugure sa chaire au Collège de France, Victor Cousin, disciple de Hegel et fondateur de la philosophie universitaire française, enseigne à l'École normale supérieure. Han Cheng décrit l'instauration d'un débat entre ces deux organismes cherchant à statuer sur la possibilité de la langue chinoise d'être philosophique, le débat reprenant les éléments de Hegel sur l'impossibilité philosophique de la pensée orientale. Je cite Han Cheng. 2 points. Ce débat philosophico-grammatical a pour enjeu de déterminer si la langue chinoise est, par sa structure même, apte à l'exercice philosophique. À la question « Est-il possible de philosopher en chinois ?», la réponse ne peut être que négative, car pour résumer, sans flexion, pas de réflexion. Face au clan des philosophes qui prétendent l'impossibilité de penser sérieusement en chinois et qui utilisent dès lors la Chine comme un prétexte ou comme un argument dans les débats sur la définition de la philosophie, il se serait institué un groupe à l'origine de la sinologie et qui travaillait directement sur les textes chinois. Je cite Han Cheng. 2 points. Or, le travail des sinologues académiques depuis Abel Rémusat a été de combattre ces représentations plus ou moins fantasmatiques et ces idées préconçues par l'étude et l'analyse rigoureuse des textes et des réalités de la Chine, et c'est sans doute à ce père fondateur que la sinologie doit être une invention française. En lisant Han Cheng, je pourrais dire qu'elle semble revisiter la dynamique interne de ce que l'on pouvait appeler autrefois l'orientalisme. En effet, la naissance de cette institution portant sur les langues sinisées serait née d'un conflit avec l'hégélianisme sous ses formes institutionnalisées qui supposerait la séparation radicale entre philosophie occidentale et pensée orientale. La formulation d'Han Cheng est peut-être aussi un moyen pour répondre aux critiques d'Edward Said. Ainsi, la responsabilité des stéréotypes sur l'Orient serait avant tout celle de Hegel et non du travail bienveillant d'un Rémusat. Dès lors, le choix d'une traduction, l'usage qui se formaliserait petit à petit au sein d'un groupe de spécialistes, résonnerait non seulement avec la complexité d'une notion dans une langue source, le chinois par exemple, mais aussi avec le choix d'un certain engagement théorique au sein d'une institution et au sein d'un débat qui ne porte en rien sur le texte et sur le contexte d'origine. En tout cas, de cette manière, je peux comprendre l'utilisation du mot « humanité » pour traduire le len ou le jin confucéen. Le mot renverrait à la fois partiellement à la signification du mot d'origine, tout en répondant à un débat propre à l'institution qui encadre les traductions. De la sorte, les textes que je peux lire sur le Japon sont complexes. Ils réfèrent évidemment aux phénomènes qu'ils décrivent, mais de manière parfois plus indirecte, ils se positionnent dans un débat sous-tendu. Ces textes critiquent parfois aussi d'autres positions, propres à ce débat sans forcément les nommer clairement. Bref, les analyses risquent constamment de s'éloigner des phénomènes qu'ils appréhendent pour répondre à autre chose qui relèverait peut-être d'une épistémologie du domaine de l'orientalisme, tout en instrumentalisant potentiellement la réalité décrite à cette fin. Mais la question pertinente est peut-être celle de se demander s'il pourrait en être autrement. Y a-t-il des méthodes pour éviter de glisser d'une extrémité à l'autre ? C'est-à-dire pour ne pas faire émerger d'un côté la fascination orientalisante de l'originalité culturelle, et de l'autre d'éviter de tomber dans un universalisme qui a parfois pour unique fonction de répondre à l'histoire d'une institution portant sur les autres cultures. En survolant le corpus de textes spécialisés sur le Japon, en lisant un peu au hasard les publications, il est aisé de se rendre compte que les méthodes ont grandement changé depuis une vingtaine d'années. Je dirais qu'elles ne visent plus les mêmes a priori. Plutôt que de la spéculation d'un mode d'être qui serait spécifiquement japonais ou oriental, par exemple au travers de la lecture de Nishida, depuis une décennie, il y a beaucoup d'historiens qui tentent de tracer ce qu'a été la modernité japonaise au travers des multiples archives historiques. La tentative ne serait plus de saisir ce que serait un a priori formel propre au Japon, cela en supposant qu'il y aurait alors une tradition conceptuelle qui traverserait l'histoire et qui infléchirait toutes les périodes, dont celle moderne. Le présupposé ne serait plus de chercher ce qu'il y aurait là d'original, ou encore de penser qu'il y aurait en présence une réponse que nous nous aurions refermée en tant qu'occidentale, et dont le travail du spécialiste serait de percer le secret. Enfin, il ne serait plus question de tenter de produire un grand système qui classerait toutes les occurrences culturelles dans un unique moule expliquant la diversité des formes. Ce travail récent des historiens sur le Japon me semble fréquemment questionner la manière dont le Japon s'est modernisé.
c'est-à-dire de décrire le processus dans lequel l'État-nation était construit, sur la manière dont certaines théories ont été importées ou incorporées, sur la manière dont le pays a reconstruit sa propre histoire, sa propre culture. Bref, avec la modernité, nous avons la chance d'avoir une dynamique parallèle à celle qui a été vécue en Europe, et donc en partie comparable. À partir de ce processus, il serait possible de supposer qu'il n'y a pas d'originalité absolue. Dès lors, l'analyse de phénomènes propres à la modernisation a pour possibilité de faire disparaître le miroir de deux sociétés n'ayant d'autres points en commun que leurs inversions. Plutôt, il pourrait se déceler des dynamiques communes comme les constructions d'institutions calibrées internationalement, avec néanmoins des différences concrètes qui seraient dues aux a priori historiques du moment, c'est-à-dire avec des ensembles de paramètres complexes et d'équilibrage sur des questions sociétales ou politiques. Ce ne seraient alors plus des a priori formels, des modèles supposés intemporels qui détermineraient en amont les jugements, mais ce seraient plutôt des a priori historiques, des épistémés limités à une période qui peut-être est relativement courte et qui déterminent les jugements et les choix de la modernisation. Ce ne serait plus la grande continuité civilisationnelle d'un Japon éternel, mais des discontinuités très singularisées, des dialectiques improbables, des redéfinitions historiques, des inventions de tradition, des hybridations en tous sens. À titre d'exemple, je peux donner le nom de quelques livres d'historiens que j'ai trouvés marquants et représentatifs de cette dynamique. Le livre Moderne sans être occidental de Pierre-François Suilly, datant de 2016, présente certaines spécificités de la dynamique de la modernisation japonaise dans laquelle il n'est plus possible de supposer que l'importation des cadres institutionnels et sociétaux modernes n'est qu'une simple copie, qu'une simple occidentalisation, s'opposant par définition à une âme qui serait native. Je cite l'auteur. 2 points. La modernité est, croit-on en Occident, la forme spécifique prise par le développement des sociétés occidentales depuis le XVIe siècle. Or, l'histoire récente montre qu'elle est au contraire l'aspect singulier d'un phénomène mondial, global. Le livre de Michael Lukens, Le Japon grec, datant de 2019, traite de la manière dont la culture japonaise au XIXe et au XXe siècle s'est construite dans une relation avec la Grèce antique. Ce qui peut paraître contre nature, l'appropriation de la culture européenne classique par une nation éloignée permet de questionner la notion de culture sous son aspect profondément hybride. Je le cite. 2 points. La proximité géographique empêche souvent de voir que toute revendication de propriété culturelle présente une dimension chimérique, alors que celle-ci apparaît beaucoup plus clairement en élargissant la focale. Comment possède-t-on une culture ? Dans quelle mesure et à quel titre ? Ou encore le livre d'Eddie Dufourmont datant de 2018, Rousseau au Japon, Nakae Chomin et le républicanisme français, dans lequel l'auteur utilise la notion de transfert culturel forgée par l'historien Michel Espagne pour qualifier la traduction en japonais de Rousseau, notamment au travers des notions du vocabulaire confucéen. Je le cite. 2 points. La réception de Rousseau au Japon n'est pas une évidence et ne s'est pas davantage réalisée par un processus mécanique dans lequel les Japonais n'auraient qu'un rôle passif. Les traductions japonaises des textes de Rousseau ne sont pas nécessairement des copies de l'original, bien au contraire. Ces ouvrages décrivent la construction de la culture japonaise moderne, c'est-à-dire les processus équivalents à ceux des pays européens, mais aussi ils décrivent la manière dont le Japon a reconstruit sa propre histoire, sa tradition et la signification du sens de sa modernité. Ces livres me semblent souvent tourner autour de la chose politique, de comment s'est construit artificiellement une culture. Et plus précisément même, ils traitent de la chose politique moderne, ce cadre dans lequel les souverains ne sont plus de facto légitimés par le naturel ou le surnaturel, mais qui doivent au moyen de fictions construites de toutes pièces être validés au travers d'un peuple qui se saisit alors en tant qu'unité. Pour cette 3e saison de Critique de la séparation des critiques, je vais tenter de suivre les débats portant sur la période entre la fin d'Edo et la constitution de Meiji. Cette période fascinante et complexe est celle de la construction de l'État-nation japonais. Je vais essayer de suivre les textes d'historiens et j'espère ne pas dire trop de contre-vérités. En effet, l'histoire est un domaine si difficile et il s'est déroulé beaucoup d'événements durant cette période au Japon. Je vais aussi suivre les hypothèses de certains historiens des idées, en particulier Maruyama Masao, pour tenter de cerner certains processus de la modernisation. Je suivrai aussi les travaux d'une génération d'historiens et de philosophes politiques qui ont tenté de définir et de décrire la notion d'État-nation. En tant qu'artiste, que j'aille sur le terrain de la théorie politique, cela peut paraître surprenant. En effet, le Japon est potentiellement si exotique et possède des formes si multiples que l'expérience régalerait tous les amoureux des sens et de la sensibilité. Mais choses étranges, j'ai eu beaucoup plus de réponses à mes interrogations sur ce que serait une esthétique au travers de la compréhension des schématisations politiques qu'au travers de n'importe quel récit véhiculé par des musées ou par des expositions au Japon. Il me reste ainsi à déployer certaines dynamiques de la modernisation japonaise au travers de la construction de son État-nation, et les surprises n'étaient pas forcément là où je les attendais.